À l'occasion du mariage de mon fils, sa fiancée a crié « Vous n'êtes pas la bienvenue ici. Partez dans moins d'une heure !» J'ai annulé tous les paiements pour l'événement, et ce que j'ai fait ensuite l'a laissé complètement sous le choc. Je suis ravie que vous soyez là. Restez jusqu'à la fin et dites-moi de quelle ville vous écoutez mon histoire. Je veux savoir jusqu'où elle est parvenue. Je m'appelle Élise Dubois, j'ai 68 ans et je suis veuve depuis 15 ans. Parfois, j'ai l'impression d'avoir vécu plusieurs vies et que celle-ci est la dernière. Une vie discrète, sans que personne ne me remarque. Ma maison à Tours, en Indre-et-Loire, et c'est la seule chose qui n'a pas changé. Un style second empire, 2 étages, un petit jardin à l'arrière. Autrefois, il y avait du bruit, les éclats de rire de Julien quand il était enfant, la voix d'Antoine, la musique des dimanches. Maintenant, seuls les craquements du parquet et le son de la radio dans la cuisine résonnent. Je me suis levée en m'appuyant sur ma canne. Mes genoux me brûlaient encore, annonçant la pluie, bien que cela n'ait plus d'importance. En passant près de la cheminée, je me suis arrêtée devant une photo encadrée dans un cadre en bois simple. Antoine, le jour de notre mariage, avec son costume bien ajusté, les cheveux impeccablement coiffés, un sourire timide. Il travaillait comme ingénieur dans une usine près d'ici. Un homme discret, mais fiable. Il parlait peu, mais il agissait toujours. Il réparait, construisait, rapportait de quoi vivre. « Que penserais-tu, Antoine ?» ai-je murmuré en touchant la vitre poussiéreuse. « Que dirais-tu de Julien aujourd'hui ?» Julien était né 2 ans après notre mariage. Nous l'aimions de tout notre cœur. Nous prenions soin de lui sans exagérer. Du moins, c'est ce que je croyais. Il était bon à l'école, respectueux, disait qu'il voulait devenir ingénieur, comme son père. Mais tout a basculé quand tu es tombé malade. Le cancer du poumon t'a emporté rapidement, sans répit. Julien avait 37 ans à l'époque. Il travaillait dans une compagnie d'assurance et était marié à Claire. Je pensais que la douleur nous rapprocherait, mais ce fut l'inverse. Lors de l'enterrement, Julien était distant. Je le revois debout près de la fosse. Grand, mince, ton portrait craché. Mais sans ta solidité. Quand ils ont descendu le cercueil, j'ai éclaté en sanglots. Lui, il regardait au loin, comme si tout cela ne le concernait pas. Ce soir-là, une fois les visites parties, je lui ai demandé s'il allait bien. Il m'a répondu « Maman, j'ai presque 40 ans. Je ne suis plus un enfant. Tu ne peux pas t'accrocher au passé. » À ce moment-là, je n'ai pas vu que c'était le signe que notre lien commençait à se déliter. 3 ans plus tard, il a divorcé de Claire, une femme gentille, un peu naïve, mais qui aimait sincèrement Julien. Je n'ai jamais vraiment su pourquoi ils se sont séparés. Il a juste dit que ça ne marchait plus. Ils avaient un fils, Lucas, qui avait 10 ans à l'époque. Ils partageaient la garde, mais Lucas passait plus de temps avec sa mère. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué que Julien changeait. Il appelait rarement. Ses visites, c'était brèves. Il était soit sur son téléphone, soit il parlait de son travail, de ses primes, d'une nouvelle voiture. J'étais heureuse pour lui, bien sûr, mais son affection me manquait. Un jour, j'ai essayé de lui en parler. « Julien, mon chéri, on dirait à peine une mère et son fils, maintenant, » lui ai-je dit en lui servant du thé. Il a levé les yeux de son téléphone, perplexe. « Qu'est-ce que tu racontes, maman ? Je viens, je t'appelle. Que veux-tu de plus ?» Timide de tenir de l'attention, mon fils, de la vraie. Il a soupiré, comme on soupire face à un enfant qui ne comprend pas. « J'ai du travail, maman, j'ai une vie. Je ne peux pas passer des heures ici à parler des voisins ou de tes feuilletons. » Ce n'est pas de ça que je parle, ai-je commencé, mais il m'a interrompu. « Tu sais quoi ? Ça a toujours été comme ça, toujours à en vouloir plus que les autres. Papa le comprenait, mais pas toi. » Ces Bosbond fait l'effet d'une douche froide. Je suis restée silencieuse. Que pouvais-je dire ? Que j'avais passé ma vie à travailler comme infirmière pour qu'il ne manque de rien ? Que quand Antoine est tombé malade,
Je me suis privée de tout pour payer les meilleurs médecins que, après sa mort, c'est moi qui ai aidé Julien à verser l'acompte pour sa maison? Non, je n'ai rien dit. Une mère ne devrait pas faire l'inventaire de ce qu'elle a fait pour son fils. Avec les années, je me suis habituée à ce qu'il n'appelle que lorsqu'il avait besoin de quelque chose. En général, de l'argent. Pour réparer le toit, pour des vacances parce qu'il était trop stressé, pour acheter de nouveaux meubles. Je ne lui ai jamais dit non. Peut-être était-ce ma faute d'avoir trop pardonné, trop donné, mais n'est-ce pas ce que font les mères? N'est-ce que pas pour ça que j'ai économisé chaque centime pendant si longtemps? Lucas, mon petit-fils, était la seule lumière dans ma vie. Contrairement à son père, il venait souvent. D'abord avec sa mère, puis seul. Quand il a grandi, il m'a aidé au jardin. Il adorait écouter mes histoires, m'apporter des livres. C'est lui qui a insisté pour que j'apprenne à utiliser un smartphone et un ordinateur. « Mamie, il faut te rester dans le coup », me disait-il avec une patience infinie, en m'apprenant à passer des appels vidéo. Sinon, le monde va te laisser derrière. Grâce à lui, j'ai non seulement appris à téléphoner, mais aussi à utiliser les réseaux sociaux, à faire des achats en ligne. Je me suis même lancée dans un blog sur le jardinage. C'est devenu mon petit coin de paix, où j'écrivais sur les roses que je soignais avec tant d'amour. Je n'avais pas beaucoup d'abonnés, surtout des dames âgées comme moi, mais j'y prenais un plaisir immense. Lucas est parti étudier la biologie dans une ville voisine. Il venait moins souvent, mais nous parlions par vidéo. Il me racontait ses études, ses amours, ses projets. En lui, je voyais ce qui manquait à son père. La sincérité, l'affection, l'écoute. Un jour, au printemps, Lucas est arrivé avec une nouvelle qui m'a surprise. « Mamie, papa va se remarier. » J'en suis restée bouche bée. Après son divorce, Julien avait eu plusieurs aventures, mais rien de sérieux. Avec qui? Avec Sophie. Elle travaille dans un cabinet dentaire. Ils sortent ensemble depuis 1 an, mais ils n'en ont parlé à personne. Le nom me disait vaguement quelque chose. Julien l'avait peut-être mentionné une fois au téléphone, lors d'un de ses rares appels. « C'est une bonne femme, d'après toi ?» ai-je demandé prudemment. Lucas a haussé les épaules. « Pauvre, un peu autoritaire avec papa. Elle est d'une manière avec lui et d'une autre avec les autres. Tu sais, toute mielleuse au début, mais dès qu'on a le dos tourné, c'est quelqu'un d'autre. » J'ai hoché la tête. Je connaissais ce genre de personne. Une façade pour certains, une autre pour le reste du monde. « Bon, si ton père est heureux, c'est l'essentiel, » ai-je dit. Mais Lucas a baissé la voix, comme s'il craignait qu'on l'entende. Je crois qu'il en a juste marre d'être seul. Sophie ne le lâche pas d'une semelle, et elle a une fille de son premier mariage, de 18 ans. On dirait un Pâques tout compris. J'ai ri doucement de sa façon de le dire. Mon garçon, toujours si perspicace. Tchati. Chacun se marie pour ses raisons, mon chéri. Ce n'est pas à nous de juger. Peut-être, a-t-il répondu, hésitant. Mais il s'est voilà. Faire aussi un mariage en grand, super cher. Papa m'a dit qu'il allait te demander de l'aide pour l'argent. Et voilà. Une amertume m'a envahie, mais je n'étais pas surprise. Bien sûr, Julien n'avait pas appelé lui-même. Il avait envoyé son fils pour sonder le terrain. « Mamie, tu n'es pas obligée, » a dit Lucas en voyant ma tête. « Cet argent, c'est pour toi. Quel projet à mon âge ?» ai-je tenté de plaisanter. « Un tour du monde en croisière, peut-être ?» J'ai souri. « L'argent, c'est pour les vivants, pas pour les morts. Si ton père a besoin d'un coup de main, je l'aiderai. » Lucas a secoué la tête, désapprobateur. « Parfois, tu es trop gentille, mamie. » Il avait peut-être raison, mais quelle autre option avais-je? Refuser quelque chose à mon fils unique? De plus, j'avais l'espoir que ce mariage nous rapprocherait. Peut-être Sophie n'était-elle pas aussi mauvaise que Lucas le disait. Peut-être rendrait-elle Julien heureux. Et une mère ne souhaite rien d'autre que le bonheur de son fils. Une semaine plus tard, Julien m'a appelé. Sa voix sonnait faux, avec cet enthousiasme forcé qu'il utilisait toujours quand il voulait me demander quelque chose. « Maman, comment va la santé? Pas malade, j'espère ?»
Je vais bien, mon fils. Les genoux me font un peu mal, mais c'est l'âge. Oui, l'âge, a-t-il toussé. Écoute, j'ai une nouvelle à t'annoncer. J'ai décidé de me remarier. J'ai fait semblant d'être surprise. Vraiment? Avec qui? Elle s'appelle Sophie, une femme formidable. Tu vas l'adorer. Intelligente, cultivée, excellente hôtesse. Je suis heureuse pour toi, ai-je dit sincèrement. Et c'est pour quand, ce mariage? Il a marqué une pause. Dans 3 mois. Je sais, ça semble rapide, mais on ne veut pas attendre trop longtemps. Il s'est tu à nouveau. On veut faire quelque chose de beau. Sophie le mérite. Bien sûr, ai-je acquiescé. Toutes les fiancées rêvent d'un beau mariage. Il a toussé encore. Tu sais, j'ai eu quelques soucis d'argent cette année, des travaux à la maison, la nouvelle voiture. Combien te faut-il, Julien? Ai-je demandé sans détour. Il m'a donné un chiffre. Mon cœur s'est serré, c'était 3 fois plus que ce que j'imaginais. C'est beaucoup, mon fils. Je sais, c'est maman, mais c'est un mariage. Ça n'arrive qu'une fois dans une vie. Enfin, pour Sophie, c'est la deuxième. Mais elle dit que le premier était un fiasco. Elle veut que celui-ci soit parfait. Il a continué. Tu sais, louer le domaine de Chenonceau, inviter 100 personnes, un orchestre live. Le domaine, c'est ce qu'il y a de plus cher à Tours. Une propriété ancienne avec vue sur la Loire. Magnifique, mais hors de prix. 100 invités, ai-je demandé. Tu as tant d'amis, pas que des amis. Des collègues, des connaissances, la famille de Sophie. Il a hésité. Maman, tu vas nous aider, n'est-ce pas? Je te rembourserai, promis. Nous savions tous les deux qu'il ne le ferait pas, comme il n'avait jamais remboursé l'argent de la maison, de la voiture ou des voyages. Mais j'ai dit oui, parce que c'était mon fils, parce que je voulais croire que ce mariage changerait quelque chose, parce que, sinon, que pouvais-je faire? D'accord, Julien, je vais vous aider. Merci, maman, a-t-il dit, sincèrement soulagé. T'es la meilleure. Sophie va être ravie. Après cet appel, il m'a contacté plus souvent, presque chaque semaine, parfois 2 fois. Il parlait des préparatifs, de Sophie, de sa fille, Camille. J'avais l'impression qu'on se reconnectait, et ça me faisait plaisir, même si, au fond, je savais qu'il était surtout intéressé par l'argent. 1 mois plus tard, Julien est venu avec Sophie. C'était une femme séduisante, avec des cheveux teints en blond, un maquillage voyant et des ongles parfaitement manucurés. Elle souriait beaucoup, mais son regard était froid. Elle a observé la maison, s'attardant sur l'horloge ancienne et le service à thé en argent, un héritage de ma mère. « Quelle jolie chose, a-t-elle dit. Ça doit valoir une fortune. » « Oui, ai-je répondu. C'était à ma mère. »« Les antiquités, ça coûte cher de nos jours, a-t-elle ajouté, sans grand intérêt. Nous avons pris le thé et discuté du mariage. Enfin, il parlait, et moi, j'écoutais. Sophie évoquait de la robe, les fleurs, le menu. Julien acquiesçait, l'air de quelqu'un qui a entendu tout ça 1000 fois mais fait encore semblant d'être enchanté. J'ai demandé si je pouvais aider autrement qu'avec l'argent. « Oh, ne vous inquiétez pas, madame Élise, » m'a dit Sophie en me tapotant le bras. « À votre âge, reposez-vous. L'organisatrice et moi, on s'occupe de tout. Je ne suis pas encore au bout du rouleau, » ai-je répondu. « Non, non, tout est déjà réglé, » m'a-t-elle interrompu. « Venez juste profiter. » En partant, elle m'a fait une accolade rapide, sans chaleur. « On est ravis que vous veniez au mariage, madame Élise. Ça compte beaucoup pour Julien. » Il y avait quelque chose dans sa voix qui sonnait faux, comme si elle m'autorisait à assister au mariage de mon propre fils, un événement que je finançais. Quand ils sont partis, je suis restée longtemps assise près de la fenêtre, regardant la pluie tomber. Une intuition me disait que ce mariage ne rendrait ni Julien ni moi heureux. Mais j'ai essayé d'étouffer ces pensées. Peut-être me trompais-je. Peut-être Sophie l'aimait-elle vraiment. Peut-être ce qui me faisait mal, c'était de lâcher mon fils,
d'accepter qu'une autre femme était désormais au centre de sa vie. Ce soir-là, Lucas m'a appelé. Comment s'est passée la rencontre avec ta future belle-fille ? M'a-t-il demandé, avec son ton taquin. Bien, ai-je répondu, ne voulant pas l'impliquer dans les tensions avec son père. Elle a du caractère, Lucas a ri. C'est comme ça que tu l'appelles. Mamie. Fais attention, Sophie sait comment t'embobiner quand ça l'arrange. Et je n'ai rien à lui offrir, sauf l'argent du mariage, ai-je dit. Et je l'ai déjà promis. Ce n'est pas juste l'argent, a-t-il dit, plus sérieux. Elle veut tout contrôler autour de papa, y compris toi. Je ne suis pas facile à manipuler, ai-je répondu avec un sourire. J'ai trop vécu pour ça. J'espère, a-t-il soupiré. Ne les laisse pas t'exploiter. Je le lui ai promis, mais au fond, je savais que quelque chose s'était mis en branle, quelque chose que je ne pouvais pas arrêter, comme une boule de neige qui dévale une colline, grossissant, accélérant. Et moi, je regardais, impuissante. Le téléphone a sonné à nouveau. C'était Julien, sans doute pour me remercier de l'accueil ou me demander encore de l'argent. J'ai pris une grande inspiration et j'ai répondu. C'était une matinée nuageuse, mais au moins, il ne pleuvait pas. Une petite victoire pour mes genoux fatigués. Je suis descendue lentement les escaliers, m'accrochant à la rampe. Aujourd'hui, c'était le premier rendez-vous avec l'organisatrice du mariage. La veille, Julien m'avait appelé pour me dire qu'un taxi passerait me chercher à 10 heures précises. « Prépare-toi, maman, ne sois pas en retard. » Mademoiselle Lefebvre a un emploi du temps chargé, m'avait-il lancé, pressé, comme si je risquais de l'oublier. J'ai failli lui rappeler que je n'ai jamais été en retard de ma vie, ni à l'hôpital, ni aux réunions scolaires, ni à ces spectacles. Mais je me suis tue. Ces derniers temps, je me taisais trop avec mon fils. À 9h30, j'étais prête. Une robe grise à col, une broche de perles qu'Antoine m'avait offerte pour notre 20e anniversaire. Des chaussures plates. Je me suis regardée dans le miroir. J'ai relevé mes cheveux blancs en un chignon simple. Le taxi est arrivé pile à l'heure. Le trajet jusqu'au domaine de Chenonceau a pris 20 minutes. Nous avons traversé les rues familières de Tours, la ville où j'ai toujours vécu. La petite boutique du coin, autrefois librairie, aujourd'hui café. Le parc où le petit Julien aimait nourrir les canards. L'hôpital où j'ai travaillé pendant 35 ans. Le domaine de Chenonceau m'a accueilli avec une entrée majestueuse, un château Renaissance entouré de jardins impeccables et donnant sur la Loire. J'ai pensé au chèque que j'avais donné à Julien quelques semaines plus tôt, et j'ai laissé échapper un long soupir. Toute ma vie, j'ai économisé chaque centime, toujours en prévision des jours difficiles. Maintenant, j'avais l'impression que tout cet effort m'échappait sans retour. Sophie m'a accueillie à l'entrée, impeccablement maquillée, les cheveux coiffés en vagues douces, une robe moulante soulignant ses courbes. Je me suis sentie vieille, déplacée. « Élise, enfin !» m'a-t-elle saluée avec un baiser dans le vide. Mademoiselle Lefebvre et moi avons déjà commencé. « Dépêchez-vous. » J'ai voulu dire que j'étais arrivée à l'heure convenue, mais je me suis ravisée. Ce n'était pas le moment de discuter. Julien et une femme d'une 40aine d'années, élégante, en tailleur, nous attendaient dans le grand hall au sol de marbre et au lustre de cristal. Mon fils semblait tendu, comme s'il s'agissait d'une réunion cruciale. Il m'a fait une accolade rapide et m'a présenté. « Maman, voici Véronique Lefebvre, la meilleure organisatrice de mariage de la région. Véronique, ma mère, Élise Dubois. » Mademoiselle Lefebvre a expliqué le concept. Un mariage moderne, élégant, avec des touches traditionnelles. La cérémonie aurait lieu sur la terrasse face à la Loire, suivie d'un cocktail dans les jardins, puis d'un dîner dans la grande salle. Les couleurs, lavande, argent et blanc. Antoine, mon mari, qui n'est plus là, aimait les roses blanches, ai-je dit, quand ils ont parlé des fleurs. Sophie m'a jeté un regard étrange. On n'a pas encore décidé pour les roses, Élise.
C'est juste une option. Moi, je préfère les pivoines. Nous sommes sortis sur une vaste terrasse aux colonnes. Colonnes blanches. La vue était saisissante, l'herbe parfaitement tondue descendant vers la Loire, enveloppée d'une légère brume. L'arche de la cérémonie sera ici, a indiqué mademoiselle Lefebvre en désignant le centre de la terrasse. Les chaises seront disposées en demi-cercle, puis les mariés descendront ces escaliers vers le jardin pour le cocktail. « Et s'il pleut ?» ai-je demandé. « Le climat ici est capricieux. » Sophie a levé les yeux au ciel, mais mademoiselle Lefebvre a répondu. « Pas d'inquiétude, nous avons un plan B. En cas de pluie, la cérémonie se tiendra dans la salle de musique et le dîner dans la grande salle. » Elle a déplié un plan avec la disposition des tables. Nous proposons 10 tables rondes pour 10 personnes chacune, et une table spéciale pour les mariés et leurs familles proches. Qui sera à cette table spéciale ? Ai-je demandé. Julien, moi, ma fille Camille, mes parents, mon frère et sa femme, et 2 amis très proches, a répondu Sophie sans me regarder. Et moi ? Ai-je dit, surprise. Un silence gêné s'est installé. Maman, il n'y a que 10 places à cette table, a fini par dire Julien. On pensait que tu serais mieux avec tes amis. Quels amis ? Je ne comprenais pas. Vous avez invité quelqu'un que je connais ? Sophie et Julien ont échangé un regard. On pensait que tu nous dirais qui inviter, a dit mon fils, hésitant. Je n'ai nommé personne parce que vous ne me l'avez jamais demandé. Ma voix s'est brisée. Je pensais être à ta table, Julien. Je suis ta mère. Mademoiselle Lefebvre a toussé, mal à l'aise. Peut-être pourrions-nous revoir le plan ? Ajouter une place à la table spéciale ? Non, non, a coupé Sophie, vivement. C'est décidé. La symétrie est essentielle pour les photos. Élise, vous comprenez ? Un mariage, c'est avant tout pour le couple, non ? J'ai senti une chaleur me monter au visage. Bien sûr, le mariage était le leur. Mais était-il normal de reléguer la mère du marié dans un coin avec des inconnus ? Très bien, ai-je dit, forçant un sourire. Mettez-moi où vous voulez. Julien a soupiré, soulagé, et Sophie a souri comme si elle venait de remporter une victoire. Parfait. Pour les invités, nous avons une liste préliminaire. Ma famille, des collègues, des amis, quelques clients importants de Julien. Combien de personnes sur cette liste ? Ai-je demandé. 115, a répondu Julien, évitant mon regard. Mais tu avais dit 100. J'étais stupéfaite. Chaque personne supplémentaire représentait une dépense de plus. Élise, ne soyez pas si mesquine, a lâché Sophie, comme si ce n'était rien. 15 de plus, ça ne change rien, et puis ce sont peut-être des investisseurs pour le nouveau projet de Julien. Quand ils ont commencé à parler des vins, j'ai proposé « Et si on prenait du champagne Moët Chandon ? Il est de bonne qualité et moins cher que le cristal. » Sophie m'a regardée comme si j'avais suggéré de servir du soda bon marché. « Moët Chandon ? Vraiment ? » C'était juste une idée, ai-je dit en haussant les épaules. On économiserait un peu. Élise, a murmuré Sophie, avec ce ton qu'on utilise pour remettre quelqu'un à sa place. Si vous ne pouvez pas payer un mariage digne de ce nom, dites-le. La honte m'a piqué plus que la colère. Je n'ai pas dit que je ne pouvais pas. J'ai juste proposé une option plus raisonnable. Et c'est quoi tes... Maman, s'il te plaît, est intervenu Julien. Fais confiance aux experts. À midi, nous avons fini de discuter des plans et sommes allés déjeuner au restaurant. Sophie, à peine assise, a commandé la bouteille la plus chère du menu. Mentalement, j'ai calculé combien de gestes comme celui-ci je pourrais encore supporter avant d'épuiser mes économies. Pendant le repas, Sophie s'est lâchée. Vous savez, Élise, j'ai toujours rêvé d'un vrai mariage. Le premier était si simple, juste le civil et un dîner pour 20 personnes. Mon ex voulait économiser, mais cette fois, je peux enfin tout faire comme je l'imaginais. Avec mon argent, ai-je pensé, mais je lui ai souri poliment.
Et la robe ? Ai-je demandé. Vous l'avez choisie ? Ses yeux se sont illuminés. C'est une création d'un designer de Paris. Ivoire avec des cristaux brodés et une traîne de 3 mètres. Ça doit être magnifique. Et toi, Julien ? Mon fils a baissé les yeux, gêné. On est en train de voir. Il y a un tailleur à Paris. Évidemment, ce sera sur mesure, a coupé Sophie. Tu ne vas pas porter un costume quelconque, ça ferait tache. À la porte de chez moi, Sophie a lancé. Au fait, Élise, votre tenue ? Vous pensez porter quoi ? J'ai une robe bleue que j'ai mise pour le mariage d'une amie l'an dernier. Bleu ? Ça ne va pas avec notre palette de couleurs. Il faudra trouver quelque chose qui s'accorde. Peut-être argenté ou lavande. Quelque chose de clair. Pas démodé. Sans ces cols niveau broche. J'ai ressenti une douleur dans la poitrine. Ces cols, ces broches, c'était moi. Mon style. D'accord, je vais y réfléchir. Ne réfléchissez pas, faites-le, a dit Sophie avec un sourire forcé. Les photos doivent être parfaites. Le soir, Lucas m'a appelé. Salut, mamie, alors le rendez-vous avec l'organisatrice ? Intéressant, ai-je répondu, évitant le sujet. Le domaine de Chenonceau est splendide et hors de prix. Papa m'a dit que vous avez parlé du menu et des tables. Les idées t'ont plu ? C'était très luxueux. Mamie, je connais ce ton. Qu'est-ce qui s'est passé ? Rien de grave, je me sens juste de trop. Je paye le mariage, mais on ne me consulte pour rien. Ça ne m'étonne pas que papa laisse faire, a dit Lucas, agacé. Il a toujours été faible, mais là, c'est trop. Sophie le mène par le bout du nez. Peut-être qu'il est juste amoureux, ai-je suggéré. L'amour rend fou. À 52 ans, après un divorce et 20 ans de célibat. Non, mamie, c'est autre chose. Sophie s'est manipulée. Lucas, mon chéri, ne t'en fais pas. C'est leur jour, leur choix. Non, mamie, c'est pas normal, je vais parler à papa. S'il te plaît, ne fais pas ça, ai-je dit précipitamment. Je ne veux pas créer de problème. Tu ne crées rien, ce sont eux qui sont grossiers. Tu payes tout ce cirque et ils te traitent comme si tu gênais. Le lendemain, mademoiselle Lefebvre nous a envoyé le devis. Le total était 30% plus élevé que prévu initialement. C'était presque tout ce qu'il me restait après des années d'économie, presque tout ce que je pourrais laisser à Lucas comme héritage. J'ai signé le formulaire de consentement avec un stylo, acceptant tous les frais. Peut-être qu'ainsi, je regagnerai une place dans la vie de mon fils. Les 2 semaines suivantes ont filé comme de l'eau. Sophie appelait presque tous les jours avec de nouvelles exigences ou plaintes. Les nappes ne lui plaisaient pas. Le menu devait changer à cause des allergies d'un invité important. Les musiciens ne convenaient pas. Un jour, elle m'a appelée, plus agitée que d'habitude. « Élise, vous avez la robe adéquate ?» J'ai commandé une robe gris argentée, comme vous me l'aviez demandé. Gris argentée ? On avait dit de lavande, non ? Très clair. Non. Sophie, vous avez dit argenté ou lavande. J'ai pris argenté. Ça ne va pas, a-t-elle tranché. La mère du marié doit porter du lavande. La mère de la mariée, elle, portera de l'argenté. C'est le concept. Vous ne me l'avez jamais dit, ai-je répondu, sentant la colère monter. La robe est déjà payée. Retournez-la, a-t-elle lâché. Trouvez-en une en lavande. Vous trouverez bien quelque chose de correct d'ici 2 semaines. J'ai compté jusqu'à 10 en silence. Sophie, j'ai déjà beaucoup investi dans cette robe, je ne vais pas la rendre. Comment ça, non ? A-t-elle crié. Vous voulez ruiner l'esthétique ? Les photos seront affreuses. Je doute que quelqu'un remarque ce détail, ai-je répondu calmement. Moi, je le remarquerai. J'ai entendu un bruit sec, comme si elle avait frappé la table. Élise, si vous voulez vraiment soutenir Julien, vous ferez ce que je vous demande. J'ai fermé les yeux. C'était exactement ce que Lucas avait prédit. Sophie utilisait mon fils comme monnaie d'échange. D'accord, ai-je cédé. Je vais voir ce que je peux faire. Parfait, a-t-elle dit, sa voix redevenant mielleuse. Je savais que vous comprendriez. Je vous envoie des liens pour des options.
5 minutes plus tard, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Sophie m'avait envoyé des liens vers des boutiques parisiennes. Toutes les robes coûtaient au moins 3 fois plus cher que celles que j'avais achetées. Et elles étaient trop jeunes pour moi. Décolleté plongeante, épaules nues, paillettes partout. Je ne l'ai pas rappelé. À la place, je suis allée au centre commercial d'une ville voisine et j'ai passé la journée à essayer des robes. J'avais fini par trouver une robe modeste, lavande pâle, avec des manches longues et un col haut, élégante, adaptée à mon âge et à la couleur qu'elle voulait. Je lui ai envoyé une photo. Elle a répondu en moins d'1 minute. On dirait une tenue pour un enterrement de nonne. Vous n'avez rien de plus moderne ? En regardant l'écran, j'ai senti la colère me brûler le visage. La vendeuse, qui était près de moi, m'a lancé un regard compatissant. « Difficile de choisir, n'est-ce pas ?» a-t-elle dit poliment. « Quelque chose comme ça, ai-je soupiré. Ma future belle-fille veut que j'aie l'air d'avoir 20 ans à son mariage. » Elle m'a souri avec compréhension. « J'ai quelque chose qui pourrait vous plaire. C'est de la nouvelle collection, pas encore en rayon. » Elle a rapporté une robe lavande avec des détails argentés, élégante, avec des manches 3/4 et un col modéré, sans être démodée. Elle m'arrivait juste sous le genou, en mousseline légère. Rien d'extravagant. « Elle est magnifique, » ai-je dit sincèrement. « Je peux t'essayer ?» Elle m'allait parfaitement. Je me suis pris en photo dans la cabine et l'ai envoyée à Sophie avec un message. « Et celle-ci » Mathilde ? Elle a mis du temps à répondre. Enfin, mon téléphone a sonné. « Ça ira, mais les accessoires doivent être argentés, pas de perles ni de trucs démodés. » J'ai montré le message à la vendeuse qui a levé les yeux au ciel. « Votre future belle-fille, on dirait tout un numéro », a-t-elle commenté avec ironie. « Elle est intense », ai-je répondu prudemment. « Nous avons de jolis accessoires en argent », a-t-elle dit en désignant une vitrine. « On va trouver quelque chose qui ira bien avec la robe. » J'ai fini par acheter la robe et un ensemble de bijoux en argent. Un collier simple et des boucles d'oreilles avec de petites améthystes, assorties au ton lilas de la robe, assez moderne pour plaire à Sophie. Plus tard, Julien m'a appelé. Sa voix s'était tendue. « Maman, tu as parlé à Sophie aujourd'hui ? » ?»« Oui, à propos de la robe, » ai-je répondu. « Tout est réglé. J'ai acheté une qui lui plaît. »« Super, » a-t-il dit, soulagé. Elle était insupportable à cause de ça. Tu sais, le mariage, c'est dans 3 semaines. Tout le monde est à cran. Je comprends, ai-je murmuré. Écoute, maman, a-t-il repris après une pause. Tu connais Sophie. Elle peut être un peu directive, mais elle veut que tout soit parfait. Bien sûr, ai-je acquiescé. Il a hésité à nouveau. On s'est dit que ce serait peut-être mieux que tu ne viennes pas à la répétition la veille. Ça va être très agité, et avec tes genoux, rester debout longtemps, c'est compliqué. Viens directement à la cérémonie, une douleur m'a serré la poitrine. Encore une partie du mariage dont on m'excluait. Comme tu veux, Julien, ai-je répondu sans hésiter, bien que la colère bouillonnait en moi. Merci, maman. T'es la meilleure. Il était visiblement content que la discussion n'ait pas dégénéré. Je t'enverrai un taxi le jour du mariage. Après avoir accroché, je suis restée longtemps assise à regarder par la fenêtre. Dehors, la nuit tombait et mon reflet dans la vitre devenait plus net. Une femme aux cheveux gris, au regard fatigué. Quelqu'un qui embarrasse son propre fils. Une semaine avant le mariage, Sophie a organisé un enterrement de vie de jeune fille. Bien sûr, je n'étais pas invitée. Je l'ai appris par hasard en appelant Julien, qui m'a dit qu'il était au bar avec des amis parce que les filles avaient pris la maison pour leur soirée. Ce soir-là, je me suis sentie particulièrement seule. J'ai appelé Lucas. « Salut, mamie !» a-t-il répondu, joyeux. « J'allais t'appeler. Ça va ?»« Bien, » ai-je dit, tentant de sourire même s'il ne pouvait pas me voir. « Et les études ? Tout va bien. Dis, tu vas à la répétition du mariage ?
Non, ai-je répondu. Julien m'a dit que ce serait trop agité, que je vienne directement à la cérémonie. Il est resté silencieux, et sa voix s'est faite plus grave. Et tu as dit oui, et que pouvais-je faire? Dire que tu es la mère du marié et que tu as le droit d'être à la répétition du mariage que tu payes? A-t-il lâché. Mamie, ils se servent de toi. Ils veulent ton argent, pas toi. Ces mots m'ont fait mal, même si je savais ce qu'ils disaient la vérité. Lucas, je ne veux pas de problème avant le mariage. Laissons les choses comme elles sont. C'est pas juste, a-t-il insisté. Je vais parler à papa. Non, ai-je presque crié. S'il te plaît, ne t'en mêle pas. Si ça tourne mal, je me sentirai encore pire. À contre-cœur, il a accepté, mais je sentais sa colère à travers le téléphone. La veille du mariage, je n'ai presque pas dormi. Ma tête était pleine de questions sur la journée à venir. Comment allais-je être traitée? Où serais-je assise? Devrais-je passer la soirée avec des inconnus? Julien ferait-il attention à moi, à part pour la photo de famille? Le matin, je me suis préparée soigneusement. Je me suis coiffée avec soin, j'ai mis un peu de maquillage, la robe lavande, les bijoux argentés. En me voyant dans le miroir, j'ai été surprise de mon allure. Élégante, digne. Quand le taxi est arrivé, j'étais prête. J'ai vérifié une dernière fois le cadeau de mariage. Une enveloppe avec un chèque généreux, noué d'un ruban argenté. Et je suis sortie. Le trajet jusqu'au domaine de Chenonceau m'a semblé plus court que la dernière fois. Peut-être étais-je si absorbée par mes pensées que je n'ai pas vu le temps se passer. En descendant du taxi, j'ai vu que les invités commençaient à se rassembler sur la terrasse. Le temps était parfait. Ensoleillé mais pas trop chaud, avec une légère brise qui faisait danser les feuilles. J'ai marché vers l'entrée, le cœur battant. J'avais devant moi une journée qui pourrait marquer un nouveau départ avec mon fils et sa femme, ou confirmer que, pour eux, je n'étais qu'un distributeur de billets aux cheveux blancs. Je me suis réveillée quand les premiers rayons du soleil filtraient par la fenêtre. Dehors, le ciel était dégagé, comme si la terre elle-même avait décidé d'offrir un temps parfait pour le mariage de mon fils. Malgré les conseils de Julien de ne pas arriver trop tôt, j'ai décidé d'aller au domaine de Chenonceau 2 heures avant le début officiel. Pas par entêtement, mais parce que je voulais participer, faire quelque chose d'utile, me sentir incluse dans ce jour si important. J'ai réservé un taxi pour 9 heures, bien que les invités n'étaient attendus qu'à 11 heures. Pendant que le chauffeur mettait ma sacoche dans le coffre, j'ai jeté un dernier regard à ma maison. Pour une raison étrange, j'avais l'impression de partir pour longtemps, alors que je comptais rentrer le soir même. Un drôle de pressentiment m'a serré la poitrine, mais je l'ai ignoré. « C'est une belle journée pour un mariage, » a dit le chauffeur en prenant la route. « Oui, le temps est magnifique, » ai-je répondu, lissant les plis de ma robe lavande. « Vous êtes la mère de la mariée ou du marié? » Du marié, ai-je précisé. « Alors, vous devez être tout excitée. Les enfants, c'est tellement important pour une mère. » J'ai hoché la tête, sans rien ajouter, peu désireuse d'expliquer la complexité de notre relation. À la place, je me suis perdue dans la contemplation des champs de l'Indre et Loire par la fenêtre, imaginant comment la vie de Julien changerait après ce jour. Serait-il plus heureux? Aurait-il trouvé en Sophie une véritable compagne? Et moi, pourrais-je trouver une place dans leur nouvelle famille? À notre arrivée, le domaine de Chenonceau était déjà en effervescence. Des camionnettes de livraison stationnées à l'entrée, des employés installant des éclairages supplémentaires, des fleuristes portant des paniers débordants. J'ai payé le chauffeur et me suis dirigée vers l'entrée principale, me sentant un peu déplacée. Peut-être Julien avait-il raison. Arriver si tôt n'était peut-être pas une bonne idée. Dans le hall, je suis tombée sur mademoiselle Lefebvre, qui semblait calme mais avec une pointe de nervosité dans les yeux. En me voyant, elle a eu l'air surprise. « Madame Dubois, vous êtes bien matinale. La cérémonie n'est qu'à 11h30. » « Je sais, » ai-je répondu avec un sourire. Je pensais pouvoir donner un coup de main. Après tout, c'est le mariage de mon fils. Mademoiselle Lefebvre a jeté un œil à sa montre. « C'est gentil, mais tout est sous contrôle.
Les invités arriveront dans 2 heures. Voulez-vous attendre dans la bibliothèque ? C'est calme et la vue sur le jardin est magnifique. J'ai compris qu'on me congédiait poliment, mais je n'ai pas voulu abandonner si vite. Et Julien ? J'aimerais le féliciter avant que tout commence. Monsieur Dubois est dans l'aile est, en train de se préparer. Il a demandé à ne pas être dérangé avant l'événement, a-t-elle répondu, doucement mais fermement. Vous savez, les nerfs d'avant-mariage. J'ai acquiescé, même si un nœud se formait en moi. Mon propre fils ne voulait pas me voir le jour le plus important de sa vie. Étais-je vraiment si encombrante ? Et Sophie ? Ai-je tenté, sachant déjà ce qui suivrait. Mademoiselle Martin est dans l'aile ouest avec ses amis pour le maquillage et la coiffure. Il n'y a que des femmes là-bas, a dit mademoiselle Lefebvre avec un sourire professionnel. Pourquoi ne pas prendre un thé dans sa bibliothèque ? On vous préviendra quand il sera temps. Sans autre option, je l'ai suivie jusqu'à la bibliothèque, une pièce élégante avec des étagères montant jusqu'au plafond et des fauteuils confortables près des fenêtres. Une fois la porte fermée, j'ai eu l'impression d'être mise à l'écart d'une fête que je finançais moi-même. 20 minutes plus tard, une jeune serveuse m'a apporté du thé et des biscuits. Je l'ai remerciée et lui ai demandé comment avançaient les préparatifs. « Ça bouge beaucoup, madame, a-t-elle répondu. La mariée a fait changer les fleurs du salon et il y a eu un souci avec le gâteau. La crème n'était pas de la bonne couleur. Vraiment ? Je n'ai pas caché ma surprise. Ce pâtissier coûte une fortune. Oui, madame, mais mademoiselle Martin est très pointilleuse. La jeune femme choisissait ses mots avec soin. Elle veut que tout soit parfait. Quand elle est partie, je me suis approchée de la fenêtre. De là, je voyais la terrasse où l'arche de la cérémonie était presque prête. Les chaises blanches étaient alignées, avec un chemin de pétales entre elles. Tout semblait en ordre, et rien n'avait requis mon aide. Je n'avais pas envie de rester assise à attendre les invités. Après tout, c'était moi qui payais ce mariage. J'avais le droit de voir comment les choses se déroulaient. Je suis sortie dans le couloir et me suis dirigée vers la salle où aurait lieu le dîner. L'endroit était méconnaissable. Les tables étaient couvertes de nappes blanches éclatantes, avec des couverts en argent, des verres en cristal et des arrangements floraux, lavande et blanc. Chaque place avait une carte avec le nom de l'invité. La mienne était dans le coin le plus éloigné, près de la porte de la cuisine. J'ai souri, résignée. « Madame Dubois ?» Une voix masculine m'a interpellée. En me retournant, j'ai vu un jeune homme en costume, un assistant de mademoiselle Lefebvre. Les invités commencent à arriver. Mademoiselle Lefebvre vous suggère de prendre place pour la cérémonie. Déjà ? J'ai regardé ma montre. Le temps avait filé plus vite que je ne le pensais. En sortant sur la terrasse, j'ai vu que quelques invités étaient déjà assis. Le maître de cérémonie m'a indiqué une chaise au premier rang. C'était ma seule consolation ce jour-là. Au moins, je serais près de Julien quand il prononcerait ses vœux. Peu à peu, les chaises se sont remplies. J'ai regardé autour de moi. La plupart des gens étaient plus jeunes que moi. Beaucoup avaient l'air fortunés, à en juger par leurs vêtements et leurs bijoux. J'ai reconnu les proches de Sophie à leur ressemblance. La même posture, les mêmes regards scrutateurs. Puis la musique a commencé, et Julien a avancé dans l'allée, impeccable dans un costume qui avait dû coûter cher. Il semblait nerveux, mais il était élégant. Une bouffée de fierté m'a envahi, malgré tout. Son témoin, un collègue que j'avais vu 1 ou 2 fois à des événements professionnels, marchait à ses côtés. Julien a balayé la foule du regard, et nos yeux se sont croisés un instant. Je lui ai souri et levé la main. Il m'a rendu un léger hochement de tête, mais a vite détourné les yeux, comme gêné. La musique a changé, tout le monde s'est levé, et Sophie est apparue, avançant lentement dans l'allée. Je dois l'admettre, elle était époustouflante. Sa robe ivoire brodée de cristaux lui allait à merveille, la traîne glissant derrière elle comme une cascade scintillante. Son visage rayonnait de satisfaction. Elle avait tout réussi. La cérémonie s'est déroulée sans accroc, les vœux, les anneaux, le premier baiser en tant que mariée. Tout était comme prévu. J'ai essuyé une larme discrètement quand Julien a prononcé ses vœux. Malgré tout, j'étais heureuse pour lui. Ou du moins,
je voulais l'être. Après la cérémonie, tout le monde s'est dirigé vers le jardin pour le cocktail. Je suis restée un peu à l'écart, observant Julien et Sophie recevoir les félicitations. Quelques personnes m'ont abordé, se sont présentées, ont échangé quelques mots, puis se sont éloignées. Je me sentais hors de place dans cette célébration. Soudain, quelqu'un m'a appelé. En me retournant, j'ai vu Lucas courir vers moi à travers la foule. Mon petit-fils était élégant dans son costume, les cheveux bien coiffés. « Mamie !» Il m'a serré fort dans ses bras. « Enfin, je te trouve, ça va ?»« Ça va, mon chéri. » Je me suis appuyée sur lui un instant. « Tu es très beau aujourd'hui. Et toi, tu es magnifique. » Il s'est reculé pour me regarder de haut en bas. « Cette robe te va à merveille. »« Merci. » Je lui ai souri. « C'est un choix de Sophie. » Lucas a souri à son tour. « Évidemment. » Dis, on t'a présenté sa famille, ils sont tous regroupés près de la fontaine, comme des royaumes. J'ai secoué la tête. Je ne m'attendais pas à ça. Les mariés ont 1000 choses à gérer aujourd'hui, ai-je dit. Occupé, a marmonné Lucas, agacé. Tout ce que fait Sophie, c'est poser pour les photos et se faire complimenter. Ça lui aurait pris 1 minute de te présenter à ses proches. Lucas, l'ai-je regardé fermement. Ne commençons pas. C'est leur mariage. Ne gâchons rien. Il a s'acquiescé, mais on voyait qu'il se retenait. D'accord, mamie, mais je reste avec toi. Je ne veux pas que tu sois seule. Mon chéri, tu as tes amis ? Je lui ai montré un groupe de jeunes, visiblement ses copains. Va t'amuser. Je vais bien. À contre-cœur, il a accepté, mais avant de partir, il m'a murmuré « Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi tout de suite. » De nouveau seul, j'ai déambulé dans le jardin. Tout était arrangé avec un goût impeccable. Les fontaines, les compositions florales, les lumières prêtes à s'allumer à la tombée de la nuit. Penser au coût de tout cela m'a noué l'estomac. Mais je me suis répété que je l'avais fait pour Julien. La séance photo des mariés semblait interminable. Le photographe les dirigeait comme un général, les faisant poser devant chaque coin pittoresque du domaine. Je regardais de loin, hésitant à m'approcher. À un moment, ils ont pris des photos avec la famille. On ne m'a pas appelé. J'ai vu Sophie enlacer ses parents, Julien serrer la main de son beau-père. Mon fils était entouré d'une nouvelle famille où je n'avais pas de place. Enfin, un gong a retenti, invitant tout le monde à passer à table. Ma place était dans le coin le plus reculé du salon, avec des invités plus âgés, probablement des cousins éloignés de Sophie, eux aussi exclus de la table principale. Nous nous sommes présentés poliment, avons parlé du temps et de la beauté de la cérémonie. Le dîner était délicieux, les vins coûteux, le service irréprochable. Mais je n'ai presque rien mangé. Toute mon attention était sur la table principale, où Julien et Sophie riaient et discutaient, entourés de leurs proches, comme s'ils formaient une famille depuis toujours. Pendant tout le repas, mon fils n'a pas jeté un seul regard vers moi. Après le dessert, les toasts sont commencés. Le père de Sophie, un homme imposant à la voix forte, a pris la parole en premier. Il a vanté les mérites de sa fille et s'est dit chanceux d'avoir Julien comme gendre. Puis le témoin a raconté des anecdotes sur Julien. Tout le monde a été mentionné. Les parents de Sophie, sa fille de son premier mariage, même leur ancien chien. Moi, pas un mot. Quand la partie officielle s'est terminée et que les gens ont commencé à se lever, j'ai ressenti le besoin de prendre l'air. J'étais étourdie par le vin et par la prise de conscience que je n'existais pour personne. Je suis sortie sur la terrasse où la cérémonie avait eu lieu. Les chaises avaient disparu, mais l'arche de fleurs était encore là, éclairée par une lumière douce. J'ai respiré profondément l'air frais de la nuit. Soudain, j'ai eu envie de partir, de rentrer chez moi, d'effacer cette journée comme un mauvais rêve. Mais je ne pouvais pas. Il restait le gâteau, la première danse. Je devais sourire et faire semblant que tout allait bien. « Te voilà !» La voix aiguë de Sophie m'a tirée de mes pensées. Je me suis retournée. Elle se tenait à l'entrée, resplendissante dans sa robe de mariée, mais son visage n'avait rien de joyeux. Elle fronçait les sourcils, les lèvres pincées, comme si elle retenait quelque chose qu'elle ne pouvait plus taire. « Qu'est-ce qu'il y a, Sophie ?»
ai-je demandé, m'efforçant de rester calme. Ce qu'il y a? Elle s'est approchée, titubant sur ses talons, une odeur de champagne dans l'haleine. Tu as gâché mon mariage. Voilà ce qu'il y a. Je suis restée interdite. De quoi parles-tu? J'ai tout fait pour rester en retraite aujourd'hui. En retrait? Elle a laissé échapper un rire amer. Tu es arrivé des heures à l'avance, à fouiner partout, à te mêler de ce qui ne te regarde pas. Et maintenant, tu te barres juste au moment où tout le monde nous cherche pour couper le gâteau. Sophie, j'avais juste besoin d'air. Ai-je dit, la voix tremblante. Je ne savais pas pour le gâteau. Ne fais pas l'innocente, a-t-elle crié. Tu as tout fait pour tout saboter. Tu as commencé par contester chaque détail. Ensuite, tu t'es pointé ce matin alors qu'on t'avait dit de ne pas venir si tôt. Et maintenant, ce petit numéro. Je l'ai regardé, incrédule. Le sourire doux qu'elle affichait devant tout le monde avait disparu. J'avais face à moi une autre femme, furieuse, ivre, prête à en découdre. « Sophie, calme-toi un peu, » ai-je dit doucement. Je n'ai rien voulu gâcher. « Tais-toi » a-t-elle hurlé si fort que des invités se sont retournés depuis la terrasse. « Je sais ce que tu fais. Ça a toujours été comme ça. Julien m'a raconté comment tu le contrôlais, comment tu l'étouffais avec tes attentions. » Mon sang s'est glacé. Mon fils avait dit ça? Ce n'est pas vrai, ai-je murmuré. Je voulais juste le meilleur pour lui. Le meilleur? A-t-elle ricané. Tu voulais qu'il ne se détache jamais de toi. Mais maintenant, il m'a, moi. Ton petit jeu ne marchera plus. La foule commençait à se rassembler autour de nous. J'entendais les murmures, je voyais les regards choqués. La honte me pesait plus que la colère. « Sophie, s'il te plaît, » ai-je dit en m'approchant d'un pas, levant la main. « Ne faisons pas ça. C'est ton jour. » « Ne me touche pas, » elle a reculé comme si j'allais la frapper. « C'est mon jour, et tu fais tout pour le gâcher rien qu'en étant là. » Julien est apparu à l'entrée, alarmé par le vacarme. « Qu'est-ce qui se passe ?» Il nous a regardés tour à tour. « Ta mère ?» a dit Sophie, me pointant du doigt, tremblante. Elle s'est éclipsée juste maintenant pour qu'on la cherche, au lieu de continuer la fête. « Maman ?» Julien s'est tourné vers moi. Il n'avait pas l'air compatissant, mais agacé. « Qu'est-ce que tu fais ici ? Tout le monde attend. » Je prenais juste l'air, ai-je répété, les larmes me montant aux yeux. Je ne savais pas pour le gâteau, tu vois ? Sophie s'est accrochée à son bras. Elle nie, comme toujours. Agression passive, typique d'elle. Tu l'as dit toi-même. Je l'ai regardé, désespéré, espérant qu'il démente, qu'il dise qu'il n'avait jamais dit ça. Mais il n'a rien dit, et ce silence m'a fait plus mal que n'importe quelle parole. « Julien, » ai-je murmuré, la voix brisée. « Tu penses vraiment ça ?» Il a détourné le regard. « Maman, pas maintenant. Retourne dans la salle, oublions ce moment. »« Oublier ?» a crié Sophie, plus fort. Elle a tout gâché depuis ce matin. Je ne veux pas qu'elle reste. Je ne veux pas la voir près du gâteau ni sur nos photos. Julien m'a regardé, désemparé, puis Sophie, puis moi à nouveau. Je voyais qu'il se débattait intérieurement, cherchant une issue. « Sophie, tu pourrais te calmer un peu, » a-t-il dit. « Non, » elle a tapé du pied comme une enfant capricieuse. « Je ne me calmerai pas, je veux qu'elle parte. » Maintenant, elle n'est pas invitée. « Dégage !» Elle m'a crié ces derniers mots en plein visage. L'atmosphère s'est figée. Personne ne savait où regarder. J'ai tourné les yeux vers mon fils, espérant qu'il me défende. Qu'il dise que sa mère ne pouvait pas être traitée comme une étrangère dans sa propre famille, encore moins le jour de son mariage. Mais il n'a rien dit, les yeux rivés au sol. « Julien ?» ai-je murmuré, la voix tremblante. Il a relevé la tête et dans ses yeux, il n'y avait ni amour, ni même un peu d'affection. Juste de l'agacement, comme si tout cela le dérangeait. « Peut-être que tu devrais partir, maman, » a-t-il dit lentement. « Tu as vu la cérémonie. Sophie est très nerveuse. » J'ai senti quelque chose se briser en moi.
Ce dernier lien entre une mère et son fils s'est rompu dans un craquement invisible mais réel. « Très bien, » ai-je dit, rassemblant le peu de dignité qu'il me restait. « Je m'en vais. Félicitations. » J'ai marché lentement vers la sortie, sentant tous les regards sur moi. Personne n'osait parler. Personne ne m'a arrêté. Seul Lucas a surgi à la porte et a essayé de s'approcher, mais je lui ai fait signe de ne pas venir. Je ne voulais pas qu'il ait des problèmes avec son père pour avoir pris ma défense. Au vestiaire, j'ai pris mon sac. Michel, le portier, a appelé un taxi sans me regarder dans les yeux. Toute l'histoire avait dû se répandre. Pendant que j'attendais, mademoiselle Lefebvre s'est approchée. « Madame Dubois », a-t-elle dit, visiblement gênée. « Je suis désolée pour tout ça. » « Ce n'est rien, mademoiselle Lefebvre, l'ai-je coupé. Certaines choses ne s'arrangent pas avec des excuses. Mais pour les comptes, a-t-elle hésité. Le solde, on en parlera demain. J'ai souri, fatiguée. À ce moment-là, je voulais juste rentrer chez moi. Le taxi est arrivé une dizaine de minutes plus tard. Avant de monter, j'ai jeté un dernier regard aux fenêtres illuminées du domaine de Chenonceau. Là-dedans, la fête continuait, la musique, les rires, sans moi, comme si je n'avais jamais existé pour Julien. Le lendemain matin, je me suis réveillée tard. Mon corps me faisait mal, comme si j'avais porté des tonnes la veille, alors que je n'avais rien fait de physique. C'était l'épuisement émotionnel. Pendant quelques secondes, j'ai cru que tout n'était qu'un cauchemar, mais la réalité m'a rattrapée. Mon fils avait laissé sa femme me chasser du mariage que j'avais payé. Je me suis fait un thé, sans appétit. Mon téléphone était éteint depuis la veille. Je l'ai regardé sur la table de la cuisine, hésitant à l'allumer. Je ne voulais ni lire des excuses creuses, ni recevoir d'autres reproches. Mais je savais que je devrais tôt ou tard affronter les conséquences de mon refus de payer le reste des frais. Le téléphone a vibré. Nouveau message. 12 appels manqués, 8 messages. Presque tous de Julien, quelques-uns de Lucas et un d'un numéro inconnu, probablement mademoiselle Lefebvre. J'ai commencé par les messages. « Maman, il faut qu'on parle. Appelle-moi quand tu verras ça. » Le premier, envoyé la veille au soir. « Pourquoi tu ne réponds pas ? C'est urgent. » Un autre, 1 heure plus tard. « Mamie, tu vas bien ? Dis-moi quelque chose, s'il te plaît. » Celui-là était de Lucas, vers minuit. Puis les messages de Julien ont changé de ton, plus dur. « Maman, il y a un problème avec les comptes. L'administration dit que tu refuses de payer le reste. Qu'est-ce qui se passe ? Appelle-moi dès que tu vois ça. Tu te rends compte de ce que tu as fait ? » Le dernier message venait d'arriver, il y a quelques minutes. « Je passe chez toi. J'arrive dans 30 minutes. » J'ai soupiré. Julien allait donc venir. Je me demandais s'il arriverait avec des excuses ou des reproches. Mais au fond, je connaissais déjà la réponse. Pendant que je me lavais le visage, me coiffais et enfilais une robe d'intérieur, j'ai commencé à échafauder un plan. Je n'allais pas payer le reste du mariage. Mais il ne s'agissait pas seulement d'argent. Je ne permettrai plus qu'on m'utilise ou qu'on me manipule avec des culpabilités ou des responsabilités qui ne m'appartenaient plus. J'avais atteint ma limite. 25 minutes plus tard. Plus tard, la sonnette a retenti, stridente, agaçante. J'ai ouvert la porte et Julien était là. Il avait l'air épuisé, la chemise froissée, des cernes marquées, les cheveux en bataille. Mais ce qui m'a le plus troublé, c'était son expression. Pas de remords, juste de la colère. « Enfin » a-t-il lâché en entrant sans y être invité. « Pourquoi tu ne répondais pas ? Tu sais ce que tu as fait ?» J'ai fermé la porte et me suis tournée vers lui, encore calme. « Bonjour Julien, ravi de te voir. Arrête maman, pas de sarcasme. » Il s'est passé la main dans les cheveux, nerveux. On était dans une galère sérieuse. L'administration du domaine de Chenonceau dit que tu refuses de payer le solde. Ils veulent tout aujourd'hui, sinon ils portent une plainte. Nous, j'ai haussé un sourcil. Que veux-tu dire par nous ? Julien m'a regardé, déconcerté. C'est toi qui dois payer, tu l'as promis. J'ai promis de payer le mariage de mon fils, où je serais une invitée bien reçue, ai-je répondu posément. Mais, comme ta femme l'a clairement dit, je n'étais pas la bienvenue, et tu étais d'accord. Julien n'a rougi, pas de honte, mais de rage.
Maman, t'es une adulte. Sophie était nerveuse. Elle a bu quelques coupes de champagne, elle s'est emportée. Ça arrive dans les mariages. Tu ne pouvais pas juste partir et tout saboter. Saboter? J'ai laissé échapper un rire sec. Joli mot. Et comment tu appelles le fait de laisser ta femme humilier ta mère devant tout le monde? Comment tu appelles le fait de prendre son parti? Je n'avais pris le parti de personne, a-t-il crié. J'essayais de calmer les choses. En me renvoyant chez Smé. Belle manière de calmer les choses. Julien s'est effondré sur le canapé, s'enfonçant dans les coussins, les mains sur la tête. Maman, s'il te plaît. Je n'ai pas dormi. Sophie est effondrée. Ses parents sont furieux. Si on ne paye pas, ça va être le scandale dans toute la ville. Pense à ce qu'on dira de moi. Et toi, as-tu pensé à ce que je ressentais quand tu as laissé Sophie me chasser? Ai-je demandé doucement. Il m'a regardé, et pendant un instant, j'ai cru voir une lueur dans ses yeux. De la compréhension, peut-être, ou de la culpabilité, mais elle s'est vite éteinte. Écoute, je comprends que tu te sois sentie mal à l'aise. Je m'excuse pour Sophie, elle était nerveuse. Mais tu ne peux pas nous punir comme ça, c'est... Du chantage. Non, Julien, ai-je secoué la tête. Ce n'est pas du chantage. Ce sont des conséquences. Toute décision en entraîne. Vous avez pris la vôtre hier, à vous de l'assumer. Mais les comptes, a-t-il dit, paniqué. Tu as promis? On n'a pas de quoi payer ça. On a la maison à rembourser, la nouvelle voiture. Tu as un bon travail, lui ai-je rappelé. Sophie aussi. Vous vous en sortirez. Maman, tu ne comprends pas? Il s'est levé d'un bond. Ce n'est pas juste l'argent. Si on ne paye pas, ce sera la honte. Tout le monde dira qu'on a organisé un mariage au-dessus de nos moyens, qu'on est des profiteurs. Je l'ai regardé dans les yeux. Vous avez organisé un mariage avec de l'argent que vous n'aviez pas. Vous m'avez utilisé comme un guichet automatique. Et quand je suis devenue gênante, vous m'avez jetée. Ce n'est pas juste, mais ça... Julien a frappé le mur du poing. Et on ne t'a pas utilisé. Tu t'es proposé pour aider. Smith? Oui, je l'ai fait, ai-je acquiescé. Parce que je voulais participer à ton bonheur. Mais tout ce que j'ai reçu, c'est de l'humiliation. Julien a respiré profondément, tentant de se calmer. Quand il a repris, sa voix était plus basse, plus calculée. Maman, je comprends que tu sois blessée, mais soyons rationnels. Pense aussi à ce qu'on dira de toi. Si tu ne payes pas, on dira que tu es une vieille aigrie et radine. J'ai souri malgré moi. Il changeait de tactique. Maintenant, c'était la manipulation. Si prévisible. Ce que les gens pensent m'est égal, Julien. À mon âge, ça n'a plus la moindre importance. Et Lucas? A-t-il dit, changeant de ton. Tu le mets dans une situation impossible. Il va être coincé entre nous deux. Ne mêle pas Lucas à ça, ai-je répondu, la voix plus ferme. Il n'a rien à voir là-dedans. Si c'était mon fils, a crié Julien. Et ton petit-fils. Tu es en train de détruire cette famille avec ton maudit égoïsme. Égoïsme, le mot que j'attendais. Toute ma vie, j'ai donné sans rien demander. Du temps, de l'argent, de l'amour. Et chaque fois que j'ai essayé de poser des limites, on m'a traité d'égoïste. Dis-moi une chose, ai-je murmuré. Quand j'ai donné mes dernières économies pour que tu finisses tes études, c'était égoïste? Quand je t'ai aidé à payer la compte de ta maison, ça l'était aussi? Et quand j'ai accepté de financer un mariage que même ta fiancée, avec ses airs de princesse, ne pouvait pas se permettre, c'était égoïste aussi? Julien a détourné le regard, mais il n'a pas cédé. Tu sais très bien ce que je veux dire. Si tu m'aimes vraiment, tu ne me mettras pas dans cette situation. Tu payeras les comptes et on oubliera hier soir. Non, ai-je dit sans détour. Je ne payerai pas et je n'oublierai pas. Il m'a regardé comme s'il ne me reconnaissait pas. Tu es sérieuse? Tu préfères ruiner ma vie pour une crise de nerfs? Ce n'est pas moi qui ruine quoi que ce soit, Julien, ai-je répondu calmement. Si quelques milliers d'euros peuvent détruire ta vie, alors tu devrais revoir tes priorités. Il a attrapé sa veste sur le dossier d'une chaise. Tu sais quoi? Sophie avait raison à ton sujet.
Tu as toujours été comme ça, froide, calculatrice, autoritaire. Tu ne m'as jamais aimé. Tu aimais juste le contrôle que l'argent te donnait. » Ces mots m'ont fait plus mal qu'un coup, mais je ne l'ai pas montré. « Si ça te fait du bien de le penser, Julien, » ai-je dit doucement. « Mais toi et moi, on sait comment sont les choses. » « La vérité ?» a-t-il ricané. « La vérité, c'est que tu es jalouse. Ça te rend folle que j'aie trouvé quelqu'un qui m'aime vraiment, que j'aie une vie stable. Tu ne le supportes pas, alors tu essaies de tout foutre en l'air. Sors ça, Julien, » ai-je dit en désignant la porte, avant qu'on dise des choses qu'on regrettera. « Je ne regretterai rien, » a-t-il répondu en se dirigeant vers la sortie. « Pour une fois, je dis ce que je pense depuis des années. Tu sais, depuis la mort de papa, tu es devenu insupportable. Toujours à te mêler de tout, à vouloir tout contrôler. J'ai supporté uniquement à cause de ton argent. Oui, je l'admets, c'était pour ton fichu argent, mais ça n'en vaut pas la peine. Je préférerais être endetté jusqu'au cou, plutôt que de vivre sous ton emprise. » Il a claqué la porte si fort qu'un tableau s'est décroché. Le verre s'est brisé en 1000 morceaux. C'était symbolique. Une photo de famille, Antoine, Julien d'enfant et moi, lors d'un pique-nique, tous souriants. J'ai ramassé le cadre et sorti la photo avec précaution, en évitant les éclats de verre. Je n'ai pas pleuré. Je ressentais un vide, mais aussi un étrange soulagement, comme si une plaie qui suppurait depuis des années avait enfin éclaté. Une heure plus tard, Lucas a appelé. « Mamie, ça va ? Papa est sorti de chez toi comme un fou. »« Je vais bien, mon chéri, » ai-je répondu. Et c'était vrai. « C'est ton père qui ne va pas bien. Il m'a crié dessus à cause des comptes que tu refuses de payer, » a-t-il dit, inquiet. « C'est vrai ? » ?»« Oui, » ai-je répondu sans détour. « Je ne vais pas te couvrir le reste des frais de ce mariage. »« Vu ce qu'ils t'ont fait, je comprends, » a-t-il dit, me soutenant. « Mais papa est hors de lui. Il dit que le domaine menace de porter plainte si ce n'est pas payé demain. »« Qu'ils se débrouillent, hein, » ai-je dit. « S'ils doivent annuler leur lune de miel aux Maldives ou vendre une de leurs voitures, qu'ils le fassent. Ça suffira. »« Mamie. » Lucas a hésité. « Je suis de ton côté, vraiment. Ce qu'ils ont fait est impardonnable. Mais tu ne crois pas que ça risque de tout briser pour de bon ? » J'ai soupiré lentement. « Mon chéri, tout s'est brisé hier quand ton père a laissé sa femme me chasser du mariage. Le reste, ce ne sont que des conséquences. Tu as peut-être raison, » a-t-il murmuré, triste. « Je ne veux juste pas être coincé au milieu de tout ça. »« Tu ne le seras pas, » ai-je affirmé. « Je ne te mettrai jamais dans cette position. Tu peux continuer à parler à ton père comme avant. Ce qui se passe entre lui et moi, c'est une chose. Toi, c'est autre chose. »« Merci, » a-t-il soupiré, soulagé. « Écoute, ce week-end, je veux venir te voir, juste passer du temps avec toi. »« Bien sûr, mon chéri, ça me fera plaisir. » Après avoir raccroché, j'ai éteint mon téléphone. J'avais besoin de réfléchir à la prochaine étape. Je ne doutais pas que Julien et Sophie continueraient à faire. Pression pour que je paye, que ce soit par chantage ou menace. Le lendemain, on a sonné à la porte. J'ai hésité à ouvrir, craignant que ce soit Sophie venue refaire une scène. Mais en regardant par la fenêtre, j'ai vu une femme d'âge moyen, en tailleur, une inconnue. « Madame Dubois ?» a-t-elle demandé dès que j'ai ouvert. « Je suis Elisabeth Moreau, je représente l'administration du domaine de Chenonceau. »« Entrez, mademoiselle Moreau, » ai-je dit. « Je vous attendais. » Elle est semblée surprise par mon calme, mais s'est vite ressaisie. « Madame Dubois, il y a un problème avec le paiement du mariage de votre fils. Selon nos dossiers, vous vous êtes engagé à couvrir tous les frais, mais hier, vous avez refusé de régler le solde. J'aimerais comprendre la situation. » Je lui ai indiqué une chaise. « Thé ? Café ? » ?»« Non, merci. » Elle s'est assise, posant un dossier sur ses genoux. « Madame Dubois, je sais qu'il y a eu un incident. »
Mademoiselle Lefebvre m'a informé. Mais d'un point de vue légal, légalement, l'ai-je interrompu. Je n'ai signé aucun contrat avec le domaine de Chenonceau. Les accords étaient verbaux, entre mon fils et moi. Je me suis engagée à payer sous certaines conditions. Elles n'ont pas été respectées. Je ne me sens donc pas obligée de régler le reste. Mademoiselle Moreau a froncé les sourcils. Mais vous avez versé un acompte. Cela implique que j'ai versé un acompte, ai-je répondu calmement, qui n'est pas remboursable, comme vous le savez. Le domaine n'a donc subi aucune perte. Le solde restant est considérable, a-t-elle dit en ouvrant le dossier pour me montrer la facture. Votre fils et sa femme disent qu'ils ne peuvent pas le couvrir. C'est leur problème, ai-je répondu en haussant les épaules. Ce sont eux qui ont commandé les services, ils les ont utilisés. Qu'ils payent. Madame Dubois, a-t-elle changé de ton? Je comprends que vous soyez blessée, mais pensez à l'image de votre famille. Si ce n'est pas payé, nous devrons porter plainte, cela deviendra public. Ça ne m'inquiète pas, ai-je répondu franchement. À ce stade de ma vie, l'image est le cadet de mes soucis. Elle a soupiré, visiblement frustrée. Très bien, Madame Dubois. Je transmettrai votre position à la direction. Mais je dois vous avertir, si le solde n'est pas réglé d'ici la fin de la semaine, nous entamerons une procédure judiciaire. Je comprends, ai-je dit en hochant la tête. Bonne chance. Quand mademoiselle Moreau est partie, une étrange paix m'a envahi. Toute ma vie, j'avais évité les conflits, cherché à plaire, à faire ce qu'on attendait de moi. Mais, maintenant que je n'avais plus rien à perdre, je me suis enfin autorisée à être sincère. Et, honnêtement, c'était un soulagement. Ce soir-là, la sonnette a retenti à nouveau. C'était Sophie, seule, sans Julien. Elle était méconnaissable par rapport au jour du mariage. Pas une goutte de maquillage, des vêtements simples, les yeux gonflés d'avoir pleuré. « Élise, a-t-elle dit dès que j'ai ouvert, il faut qu'on parle. »« Entre, ai-je dit en me décalant, pour la laisser passer. Elle s'est avancée dans le salon et est restée plantée là, serrant la bandoulière de son sac, nerveuse. « Écoute, je suis venue m'excuser pour mon comportement au mariage. J'étais stressée, j'ai trop bu de champagne. Je n'aurais pas dû dire ce que j'ai dit. Mais tu l'as dit, ai-je répondu sans lui proposer de s'asseoir. Oui, et je le regrette. Elle a baissé les yeux. C'était affreux. Je comprends pourquoi tu es fâchée. Je l'ai observé attentivement. Ses excuses sonnaient creuses, sans cœur. Ce n'était pas la Sophie qui m'avait hurlé dessus sur la terrasse, ni celle qui avait orchestré ce mariage, comme une super-production. C'était une autre, jouant la belle-fille repentante. « Qu'est-ce que tu veux, Sophie ?» ai-je demandé directement. Elle a cligné des yeux, comme déstabilisée par mon ton. « Eh bien, je veux qu'on soit en bons termes. Recommencer à zéro. Pour Julien. Et pour les comptes à régler. » Évidemment, son visage s'est crispé, son masque de remords s'effritant un instant, laissant entrevoir de l'agacement. « Oui, aussi pour ça, a-t-elle admis, tentant de reprendre son rôle. Mais ce n'est pas seulement pour l'argent, Élise. Je veux vraiment qu'on s'entende. »« Pourquoi ?» ai-je demandé. « Tu as été claire, je suis une gêne, une présence encombrante. Pourquoi vouloir arranger les choses avec moi ?» Elle a hésité, sans réponse prête. « Tu es la mère de Julien. Tu fais partie de sa vie, donc de la mienne aussi. » Curieux que ça ne t'ait pas importé quand tu m'as chassée du mariage, ai-je dit. Ni quand tu m'as reléguée à une table d'inconnus, ni quand tu as jugé que ma robe ne collait pas à tes couleurs et exigé que j'en achète une autre. Patsy. J'admets que j'ai exagéré, a-t-elle dit, jouant de la victime. Les mariages, c'est stressant. Je voulais que tout soit parfait. Et maintenant, tu espères que je paye pour cette perfection ? Ai-je complété. Elle a dégluti, se retenant. Oui, Élise, j'espère que tu honoreras ta promesse, mais ce n'est pas la seule raison de ma visite.
Je veux vraiment réparer les choses. » « Non, Sophie. » Ai-je secoué la tête lentement. « Tu n'es pas honnête. Tu es là parce que Julien n'a pas réussi à me convaincre de payer. Alors, c'est ton tour. D'abord les reproches. Maintenant, les sourires. C'est trop évident. » Son masque de gentillesse est tombé. « D'accord, » a-t-elle dit froidement. « Sans détour, alors. Oui, je suis venue pour l'argent. Parce que ton fils, mon mari, est au bout du rouleau. On n'a pas de quoi payer cette somme. Si on ne règle pas le domaine de Chenonceau, ils vont nous poursuivre. Et la carrière de Julien sera fichue. C'est ce que tu veux ? » Le monsieur. « Ce que je veux ? » ai-je répondu calmement. « Ça ne t'a pas préoccupé quand tu m'as viré du mariage. Pourquoi m'inquiéterais-je de ce que tu veux maintenant ? » « Parce que ce n'est pas pour moi. C'est pour Julien, ton fils. Tu vas vraiment lui gâcher la vie juste par rancune. Il a gâché la mienne. » Ai-je dit. Mais ça ne t'a pas touché. Sophie a serré la mâchoire. Tu te comportes comme une gamine. Œil pour œil. À ton âge, vraiment ? À quel moment faut-il laisser les gens te piétiner sans rien dire ? À 70 ans ? À 80 ? Ou seulement quand tu seras morte ? T'es juste une vieille aigrie, a-t-elle lâché, presque en criant. Julien avait raison à ton sujet. Tu l'as toujours contrôlé avec ton argent. Mais tu sais quoi ? On se débrouillera sans toi. Je vais vendre ma voiture. On prendra un prêt, mais on paiera ces foutues factures. Et quand ce sera réglé, c'est fini. Tu ne nous verras plus. Ni nous, ni Lucas. » « Lucas ?» J'ai haussé un sourcil. « Il est adulte. Tu ne peux pas l'empêcher de me voir. »« On verra bien, » a-t-elle dit en attrapant son sac et en fonçant vers la porte. Il ne voudra pas risquer sa relation avec son père pour une vieille qui a déjà un pied dans la tombe. Sur ces mots, elle est sortie en claquant la porte. Je me suis laissé tomber lentement sur une chaise. Ces menaces à propos de Lucas m'ont fait mal, mais je savais qu'elles n'étaient que du vent. Mon petit-fils avait la tête sur les épaules et prenait ses propres décisions sur ses relations. Le lendemain, l'avocat du domaine de Chenonceau m'a appelé, plus formel que mademoiselle Moreau, mais le message était le même. Sans paiement, une plainte serait déposée. Je lui ai calmement expliqué ma position et j'ai raccroché. Puis j'ai contacté Maître Dupont, mon avocat de longue date depuis le décès d'Antoine. « Madame Dubois, quel plaisir de vous entendre, » a-t-il dit, chaleureux. « En quoi puis-je vous aider ?» Maître Dupont. « Je veux modifier mon testament, » ai-je répondu, « et peut-être discuter d'une éventuelle plainte contre moi. » Nous avons pris rendez-vous pour le lendemain. En raccrochant, j'ai ressenti une paix étrange, comme si je faisais enfin quelque chose pour moi, sans peur ni culpabilité, juste pour ma dignité. Que Sophie pense ce qu'elle veut. Si elle me trouvait rancunière, qu'elle le pense. Moi, je savais que je posais enfin les limites que j'aurais dû établir il y a des années. La lumière douce du printemps inondait mon nouvel appartement, emplissant l'espace d'une chaleur apaisante. Je me suis installée à la petite table du balcon avec une tasse de thé, regardant le parc en contrebas. 6 mois exactement s'étaient écoulés depuis que Sophie m'avait chassée du mariage. 6 mois qui avaient transformé ma vie. Après tout ce qui s'était passé, j'avais pris une décision que je ruminais depuis longtemps mais que je n'avais jamais osé concrétiser, vendre la maison. Cette vieille demeure Second Empire, pleine de souvenirs, n'était plus faite pour une femme seule comme moi. Elle me rattachait à un passé que je ne voulais plus porter. La vente s'est faite plus vite que prévu, une jeune famille avec 2 enfants a craqué pour la maison, et j'étais heureuse de savoir que des rires résonneraient à nouveau dans ces couloirs. Avec l'argent, j'ai acheté un petit appartement d'une chambre dans un quartier moderne de Tours et mis de côté une belle somme. L'appartement est au 3e étage d'un immeuble récent, avec ascenseur, un détail crucial pour mes genoux usés. Depuis les fenêtres, je vois le parc, et en quelques minutes à pied, j'ai tout ce qu'il me faut. Commerce, pharmacie, une petite brasserie où j'aime prendre mon petit déjeuner le dimanche. Depuis, je n'ai plus reparlé à Julien ni à Sophie. Après la visite de Sophie et ses menaces à propos de Lucas,
Je pensais qu'ils essayeraient encore de me faire plier. Mais ils ne l'ont pas fait. J'ai appris plus tard par Lucas qu'ils avaient dû contracter un prêt pour payer le domaine de Chenonceau, ce qui les a durement touchés financièrement. Ils ont annulé leur lune de miel aux Maldives et Sophie a vendu sa voiture. Le coup a dû être assez fort pour qu'ils abandonnent la bataille. Lucas est resté le seul lien avec ma vie d'avant. Malgré ce que Sophie lui avait dit, il n'a jamais coupé les ponts avec moi. Au contraire, nous nous sommes rapprochés. Il venait presque tous les week-ends, m'a aidé à déménager, m'a présenté ses amis. Parfois, nous passions des heures à discuter de ses études, de ma nouvelle vie, des livres qu'on lisait ou de l'état du monde. « Tu sais, mamie, m'a-t-il dit un jour, en rangeant des livres sur mes nouvelles étagères, je ne t'ai jamais vue aussi libre. » « Libre » ai-je répété, surprise. « Oui », a-t-il affirmé. « Avant, tu semblais tendue, comme si quelque chose de grave allait arriver à tout moment. Mais maintenant, on dirait que tu t'es libérée, que tu respires enfin. » Ces mots m'ont fait réfléchir. En vérité, malgré mes années et tout le chaos traversé, je me sentais plus légère, plus sereine. Comme si je m'étais débarrassée d'un fardeau que j'avais porté toute ma vie sans m'en rendre compte. Recommencer signifiait aussi m'entourer de nouvelles choses. Je me suis inscrite à un cours d'informatique pour seniors à la bibliothèque du quartier. Grâce à ce que Lucas m'avait appris, je partais avec une base, mais je voulais gagner en assurance. À ma surprise, j'ai rencontré des hommes et des femmes avec des histoires proches de la mienne. J'ai tout de suite accroché avec Colette, une ancienne professeure de littérature, veuve elle aussi. Elle habitait à quelques rues, et bientôt nous avons commencé à nous promener, à aller au cinéma ou à prendre un café le dimanche. Avec elle, tout était simple, sans complications, sans besoin de plaire. Juste deux femmes discutant de la vie. « Tu sais, Élise, » m'a-t-elle dit un jour, en regardant une petite fille essayer de faire voler un cerf-volant, « il n'est jamais trop tard pour commencer quelque chose de nouveau. La seule question, c'est si on a le courage. » Après le cours, je me suis lancée dans un autre projet. Je me suis proposée comme bénévole à la bibliothèque 2 fois par semaine. J'aidais d'autres seniors à utiliser l'ordinateur et à naviguer sur Internet. Je me sentais utile, avec un but. Voir une femme de 80 ans envoyer son premier email à son petit-fils ou un homme de 75 ans apprendre à utiliser Skype pour parler à ses enfants. À l'étranger était une joie indescriptible. J'ai aussi repris mon bloc de jardinage, même sans jardin. J'ai transformé mon balcon en un petit oasis de fleurs et j'ai commencé à donner des conseils pour cultiver en espace réduit. À ma surprise, le blog a gagné en popularité. Mes abonnés sont passés de quelques-uns à des centaines, puis des milliers. « T'es une vraie star d'Internet, mamie », plaisantait Lucas, en m'aidant à gérer mes comptes sur les réseaux sociaux. « Tu vas finir avec plus d'abonnés que moi. » Un jour, pendant un cours à la bibliothèque, j'ai remarqué un homme que je ne connaissais pas. Il était âgé, avec une barbe grise bien taillée et des yeux apaisants. Il s'est assis au fond et a écouté attentivement quand j'expliquais les bases de l'email. À la fin, il s'est approché. « Élise Dubois, c'est bien vous ?» a-t-il demandé, un peu hésitant. Je l'ai observé, cherchant à me souvenir. « Oui, c'est moi. Et vous ?»« Robert Garnier, » a-t-il dit en souriant. On a travaillé ensemble à l'hôpital central. J'étais médecin en cardiologie. « Docteur Garnier. » J'ai fini par le reconnaître. « Mon Dieu, comme vous avez changé. »« Vieux, tu veux dire ?» a-t-il ri. « Oui, 20 ans, ça laissait des traces. Nous avons discuté. Il m'a raconté qu'il était veuf depuis 3 ans et qu'il s'était installé à Tours pour être près de sa fille et de ses petits-enfants. Il s'était inscrit au cours d'informatique pour ne pas être dépassé. « Je commence à comprendre les emails, » m'a-t-il dit. « Mais les réseaux sociaux, ça me semble venir d'une autre planète. C'est pour ça que je viens à tes cours. » À la fin, il m'a proposé de prendre un thé à la brasserie en face de la bibliothèque. J'ai accepté et nous avons passé 1 heure agréable à évoquer nos collègues et des anecdotes de l'hôpital. « Tu as changé, Élise ?» a-t-il dit soudain en me regardant fixement.
pas seulement physiquement. On te sent plus affirmée. Avant, tu étais si discrète, toujours en retrait. La vie t'apprend petit à petit, ai-je répondu en souriant, surtout après 70 ans. Je ne te donnerai pas 70 ans, a-t-il souri. 65, peut-être. J'ai toujours trouvé que tu étais une belle femme, mais à l'époque, chacun avait sa famille, son travail. J'ai senti mes joues rosir. À 78 ans, qui l'aurait cru? Robert, tu es charmant. Ce n'est pas un compliment, a-t-il dit sincèrement. Je dis juste ce que je vois. Peut-être qu'on pourrait dîner ensemble un jour. Je connais un bon restaurant italien pas loin. J'ai dit oui, surprise de ma propre audace. Un rendez-vous à cet âge était inattendu, mais excitant. Le dîner a eu lieu une semaine plus tard. Robert s'est montré galant, et la conversation a coulé naturellement. Nous avons découvert des points communs. Le goût pour la musique classique, le jardinage, les voyages. En fin de soirée, je me suis rendu compte que je ne m'étais pas sentie aussi à l'aise avec un homme depuis des années. « Je te ramène chez toi ?» a-t-il proposé en quittant le restaurant. « Bien sûr, » ai-je répondu. Nous avons marché lentement. Mes genoux, son cœur, les années se faisaient sentir, mais il y avait une douceur dans ce rythme. Nous avons parlé du ciel, de notre jeunesse, des rêves réalisés et de ceux restés en suspens. Devant chez moi, Robert m'a fait un léger baiser sur la joue. « Merci pour cette belle soirée, Élise. J'espère qu'on recommencera. » « Bien sûr, » ai-je répondu en souriant, ressentant une émotion que je croyais perdue. Nous avons commencé à nous voir régulièrement. Cinéma, théâtre, concerts. Parfois, nous marchions dans le parc ou nous asseyions sur mon balcon pour discuter de tout et de rien. Robert était un compagnon agréable, savait écouter, et son humour discret me faisait rire. Il n'a jamais rien précipité, respectant mon rythme. Lucas était ravi de notre amitié. « Mamie, ça se voit sur ton visage. Tu es heureuse, » m'a-t-il dit, en voyant ma nouvelle coupe de cheveux et la robe que je m'étais faite pour une sortie. Le docteur Garnier a de la chance. Je lui ai juste rendu un sourire. Ce que je vivais avec Robert était particulier. Pas la passion de la jeunesse, mais une tendresse solide, le lien entre deux personnes qui ont beaucoup vécu et savent la valeur de chaque instant. Un matin de printemps, 6 mois après le mariage de Julien, Robert m'a proposé une escapade hors de la ville. Il avait loué une voiture automatique. « Plus simple pour nous », a-t-il dit. Nous sommes partis tôt, quand l'air était encore frais et la ville à peine réveillée. Le soleil promettait une belle journée. Robert conduisait calmement, sans hâte. Nous avons quitté Tours et pris une route serpentant à travers les collines vers la côte. « Où va-t-on » ai-je demandé, admirant le paysage. « Tu verras » a-t-il répondu avec un sourire mystérieux. Une heure plus tard, nous sommes arrivés dans un petit village de pêcheurs. Ruelles étroites, maisons blanches aux volets bleus, une odeur de mer dans l'air. Tout semblait loin de la ville, comme un autre monde. Robert s'est se garer sur une petite place et m'a aidé à descendre. « Ma sœur vit ici, » m'a-t-il dit. Elle a une maison avec vue sur la mer. Elle voyage en Europe et m'a proposé d'utiliser sa maison quand je veux. Nous avons monté une rue escarpée jusqu'à une maison blanche perchée en haut. Depuis la terrasse, la mer s'étendait, scintillante sous le soleil printanier. « C'est magnifique !» ai-je soupiré, incapable de détacher mes yeux de l'horizon où le ciel se fondait dans l'eau. « Je pensais que ça te plairait », a dit Robert en se tenant à côté de moi, frôlant mon bras. Quand j'étais gamin, on venait ici chaque été avec mes parents. Cet endroit m'a toujours donné un sentiment de liberté et de paix. Nous avons passé une journée merveilleuse à marcher le long de la plage, ramasser des coquillages et déjeuner dans un petit restaurant servant des fruits de mer frais. Robert m'a raconté des histoires de son enfance et je lui ai partagé des souvenirs de voyage avec Antoine et le jeune Julien. Parler de mon fils ne me faisait plus aussi mal. Il restait d'une tristesse douce pour ce qui aurait pu être, mais j'avais accepté la vie telle qu'elle était, et cette acceptation m'apportait une sérénité profonde. Le soir, assis sur la terrasse avec un verre de vin léger, nous avons regardé le soleil se coucher, teintant le ciel et la mer de doré et de violet. « Élise »
a dit Robert en se tournant vers moi, sérieux. J'ai quelque chose à te demander. Mon cœur s'est mis à battre plus fort, sans que je sache pourquoi. Ma sœur m'a demandé de garder la maison pendant qu'elle est en Europe, environ 6 mois. J'ai pensé, ça te dirait de passer l'été ici avec moi ? Je l'ai regardé, essayant de comprendre ce qu'il proposait vraiment. Tu veux dire m'installer ici ? Pas pour toujours, a-t-il précisé rapidement. Juste l'été. Le climat est agréable, la mer, l'air pur. Tes genoux iront mieux, et moi, j'aimerais t'avoir près de moi. J'ai imaginé ça. Un été au bord de la mer, loin du bruit de la ville, avec un homme qui était devenu important pour moi. Il y a 6 mois, je n'aurais même pas osé y penser. Mais maintenant... Et mon appartement ? Et le bénévolat ? Ai-je demandé, pragmatique. Ton appartement peut te rester fermé pour l'été, a-t-il dit en souriant. Et le bénévolat, tu pourrais le faire en ligne. L'Internet fonctionne très bien ici. J'ai regardé la mer, le ciel orangé, puis Robert, son visage sincère, ses yeux qui me cherchaient, sa barbe grisonnante. Et à cet instant, j'ai su que je voulais ça. Vivre de nouvelles expériences, ressentir de nouvelles émotions. Oui, ai-je dit sans hésiter. J'aimerais passer l'été ici. Son sourire a éclipsé le coucher de soleil. Tu me rends heureux, Élise. Nous avons regardé le soleil disparaître complètement, et j'ai pensé à l'étrangeté de la vie. À 78 ans, je commençais un nouveau chapitre, sans peur, sans regret, le cœur grand ouvert. De retour à Tours ce soir-là, j'ai ressenti une paix inconnue, comme si toutes les pièces s'assemblaient enfin. Je ne savais pas ce qui m'attendait, mais j'étais prête à l'accueillir avec ses joies et ses défis. À la maison, un message de Lucas m'attendait. Il viendrait le week-end. J'ai décidé de lui parler de mes projets pour l'été. J'étais sûre qu'il serait heureux pour moi. En me préparant à dormir, je me suis approchée de la fenêtre. La ville scintillait de lumière, comme un ciel étoilé. Quelque part là-dedans, dans une de ces maisons, vivaient mon fils et sa femme. Peut-être qu'un jour, nos chemins se croiseraient à nouveau. Mais pour l'instant, je ne pouvais que remercier la vie de m'avoir donné le courage de sortir de ce cercle de relations qui m'éteignait. En trouvant de nouvelles personnes, de nouveaux hobbies, de nouvelles émotions, j'avais laissé derrière moi ce qui me faisait mal. Cela m'avait ouvert la porte à une vieillesse en paix, avec dignité. Enfin, je vivais pour moi, pas pour répondre aux attentes des autres. Et c'était le plus beau cadeau que je pouvais m'offrir. Merci, Antoine, ai-je murmuré en regardant les étoiles. Tu disais toujours que j'étais plus forte que je ne le pensais. J'ai fini par te croire. Et tandis que le sommeil m'emportait, je pensais à la mer, à la maison d'été, à Robert, à ce chapitre qui débutait à peine. Cette pensée me remplissait de chaleur et d'espoir. Nous racontons sous cette histoire inspirée de faits réels. Les noms et lieux ont été changés pour protéger l'identité des personnes concernées. C'est l'histoire d'une mère qui a tout sacrifié pour ses enfants et petits-enfants, pour finir méprisée, utilisée et abandonnée. Mais quand elle n'avait plus rien à perdre, elle s'est relevée et a vécu pour elle-même. Nous ne la racontons pas pour juger, mais pour inviter ceux qui l'entendent à réfléchir. Combien de mères souffrent-ils en silence dans leur propre foyer ? Maintenant, j'ai une question pour vous, qui écoutez mon histoire. Qu'auriez-vous fait à ma place ? Avez-vous vécu quelque chose de similaire ? Laissez-le-moi en commentaire. En attendant, je vous propose à l'écran final 2 autres histoires favorites de la chaîne, qui ne manqueront pas de vous surprendre. Merci d'être resté jusqu'ici. Restez.